comment faire l'amour jusqu'à 90 ans. Quand on érotise son propre corps et le corps de l'autre, l'aspect réel du corps finalement n'existe plus. À 70 ans, elle restera cette jeune femme que tu as rencontrée, que tu désirais déjà ardemment. Il n'est jamais trop tard de repartir à zéro, de faire un reset, apprendre à s'aimer au niveau du corps, avec notre regard, avec les jeux érotiques, et j'ai presque envie de dire que c'est l'âge d'or de la libération. Si tu apprends à la savourer pour ce qu'elle te donne de vivre de bon à ce moment-là, l'émotion qui va avec l'érotisme, c'est de la joie. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment faire l'amour jusqu'à 90 ans? C'est la question qu'on se pose, en tout cas, toi et moi. Donc, on a invité Hélène Dumont, thérapeute de couple et sexothérapeute. Hélène, est-ce qu'on peut rester enflammé, plein de désir envers son conjoint jusqu'à 90 ans et même au-delà? Oui, moi je pense que c'est possible. J'espère que c'est possible, sinon ce serait triste. Après, il faut peut-être s'en donner les moyens. Prendre le temps de réfléchir, de dialoguer et peut-être de se poser aussi 2-3 questions sur finalement qu'est-ce que l'érotisme et qu'est-ce qui nous enflamme. Est-ce que tu as déjà eu des couples alors âgés, je ne sais pas à partir de quand on peut dire âgés, mais en tout cas des retraités par exemple, de venir te parler de leur sexualité? Oui, les plus âgés, c'est 72 ou 73 ans. Ok. C'est quand même c'est déjà pas mal. Ouais. Moi, j'étais tombé sur un article il y a quelques années qui disait justement qu'il y avait un sexy boom, je sais pas c'était quoi le terme qui était utilisé parmi les retraités, qu'en ce moment il y avait c'était presque eux qui faisaient le plus l'amour. Et j'étais tombé sur cet article qui m'avait surpris. Ouais, c'est vrai que la sexualité chez les personnes, chez les seniors en tout cas, peut-être qu'on a du mal à la penser parce que dans nos représentations, après 50 ans, j'exagère, après 60 ans, les couples ne font plus l'amour ou alors cette sexualité est impensable parce que le corps a vieilli. Mais en fait, la magie de l'érotisation, ce qui est génial, c'est que quand on érotise son propre corps et le corps de l'autre, c'est que l'aspect réel du corps finalement n'existe plus. C'est le regard que je pose sur le corps de l'autre avec toute ma sensualité. Mon amour aussi. Alors on peut érotiser sans aimer, mais là on est dans un cadre conjugal qui va faire que ce corps va réellement être beau. Et en fait, si tu fais attention, quand tu regardes certaines personnes âgées, il y a des personnes âgées vraiment qui rayonnent et quand tu essayes de gratter un petit peu le secret, tu vois qu'elles ont une vie conjugale hyper épanouie et si tu grattes encore un petit peu, tu vois qu'il y a des choses qui se passent quand même. D'accord. Après, là tu viens de dire un truc intéressant. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est presque le mental, je ne sais pas si c'est le bon terme, de par l'érotisation, les histoires qui se racontent, va pas fantasmer, mais ne pas voir la réalité du corps, mais voir autre chose, c'est ça? Oui. Ce qui est génial dans l'érotisme, c'est que notre regard a cette capacité de transformer le corps de l'autre et ce qui s'y passe, même les sensations. C'est par exemple le sensoriel, donc les 5 sens. Dans l'érotisme, c'est pas que du sensoriel, ça devient sensuel. C'est-à-dire que ça vient nourrir une tension sexuelle qui va avoir envie de se libérer et qui va surtout avoir envie de se libérer avec celle de l'autre, ou en tout cas en se partageant avec l'autre. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est capable de se créer une autre réalité par-dessus la réalité, c'est ça? Ou c'est juste la réalité telle qu'elle est, en fait, elle nous convient très bien? Non, tu te crées une réalité au-delà de la réalité. D'accord. Et je pense même que, prenons l'exemple d'un couple qui se connaît depuis plusieurs années. Alors, on peut prendre l'exemple d'un couple qui s'est rencontré à 20 ans, qui aujourd'hui en aurait 70, mais on peut aussi prendre un couple qui se serait rencontré, je sais pas, à 45 ans et qui aujourd'hui en aurait 70. En fait, plus le couple aura pris le temps de se regarder avec émerveillement et avec peut-être trouble et gourmandise dans les premiers temps, plus ces regards vont être imprimés en fait dans la mémoire, créer des souvenirs. Et quand ce lien est entretenu, finalement 15 ans plus tard, la femme que tu regardes, finalement elle n'a pas changé. Donc moi ce que je trouve génial dans l'érotisation, c'est que c'est le meilleur anti-ride, tu vois, c'est le meilleur anti-vieillissement au sein du couple. Mais en tout cas, si toi, tu as pris le temps de regarder ta femme tous les jours, que tu as pris le temps de l'érotiser, que vous avez pris soin de votre relation, eh ben, à 70 ans, elle restera cette jeune femme que tu as rencontrée et que
tu désirais déjà ardemment. Et au risque de schématiser, en fait, on ne se réveille pas comme ça du jour au lendemain, et tout à coup on a 70 ou 90 ans. Est-ce qu'il y a des étapes ou des phases dans la vie sexuelle d'un couple qu'on peut investir de telle ou telle manière pour préparer nos vieux jours sexuels? J'ai pas envie de dire qu'il y a un seul scénario, tu vois. Je pense qu'un jeune couple qui prend soin de sa vie sexuelle dès le départ, avec toute la maladresse, mais aussi avec toute la fougue, si ce jeune couple évolue avec ses hauts, ses bas, ses ratés, ses essais et ses réussites, on peut espérer qu'à 70 ans, ils auront toujours une intimité qu'ils auront à cœur de choyer. Alors, quel sera le rythme, quels seront les scénarios, ça, j'en sais rien. Mais on peut faire l'hypothèse que pour eux, ce sera toujours aussi important. Mais parce que j'accompagne les couples, j'ai l'impression que quand un jeune couple démarre sa vie sexuelle dans quelque chose de vraiment extrêmement compliqué, peut-être avec beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes, etc., si à un moment donné, ils font le choix quand même de revisiter ce qu'ils ont vécu justement pour progresser, il est possible de réparer. Et je trouve, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la démarche. Alors, voilà, peut-être qu'il faudra passer par un dialogue, par une thérapie, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le temps de repartir à zéro, de faire un reset et de se dire, mais en fait, comment aujourd'hui on va apprendre à s'aimer au niveau du corps, avec notre regard, avec les jeux érotiques, tout en prenant en compte la tension sexuelle dans quelque chose de complice, de joyeux, de gourmand, et peut-être parler de nos fantasmes, tu vois. Et est-ce qu'il y a des phases de vie, je suis hyper schématique, mais on va dire des âges, globalement, où on peut s'attendre dans la vingtaine ou la trentaine à avoir tel type de sexualité, et après, j'imagine qu'il va y avoir la phase de la ménopause, de l'andropause, où il y a des choses qui vont changer. Après, le vieillissement, est-ce qu'on peut schématiser ou s'attendre comme ça à des sortes d'étapes de couple dans lesquelles on peut essayer de chercher un épanouissement spécifique? Ouais, on peut voir des étapes qui sont liées soit à la chronologie du couple, soit dans cette chronologie, mais sur un temps long, à l'âge du couple. J'ai envie de dire que voilà, chez un jeune couple, 20-30 ans, il y a la fougue de la rencontre. Ça, c'est le point positif. Peut-être le temps aussi de faire l'amour, parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore d'enfants ou des choses comme ça. Le côté négatif, c'est que cette fougue peut être parfois trop pulsionnelle et du coup peut-être un peu maladroite avec des personnes qui vont moins bien se connaître individuellement et mutuellement. Donc le côté positif du jeune couple, c'est la fougue, l'élan, mais le côté négatif, c'est peut-être qu'on ne se connaît pas très bien, ou pas assez, on va dire. Deuxième étape, c'est peut-être qu'on a moins de temps parce qu'on a construit une entreprise, construit une maison, acheté une voiture et on a fait des enfants et on a pris un chien. Donc il y a moins de temps, ok, mais il y a plus de maturité. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Moi, je le vois bien chez ces couples qui commencent à accéder à cette maturité, c'est comment on a envie de parler de sexualité et surtout comment on a envie de la vivre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'a plus envie de les vivre comme ça. Par contre, on est prêt peut-être à moins faire l'amour, mais on a vraiment envie de se faire plaisir et de passer un bon moment quand on fait l'amour. Donc le côté négatif, c'est on a peut-être moins de temps et on peut même se faire manger par ce temps. Par contre, le côté positif, c'est qu'on est prêt à en parler. Et on est prêt à rentrer dans l'érotisme avec beaucoup moins de complexes qu'autrefois. Donc à appréhender sa propre tension sexuelle et celle de l'autre. On interrompt quelques instants cette vidéo pour vous parler d'une application qui a changé notre vie. On a beaucoup hésité à la faire parce qu'on n'a jamais fait de publicité pour autre chose que nous-mêmes. Mais on a décidé de vous parler de cette application qui s'appelle Babysitter, qui, je pense, est l'application qui est la plus utile à notre vie de couple. Un couple qui dure, c'est un couple qui passe du temps de qualité ensemble. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que du temps de qualité, ça veut dire qu'il faut que les enfants ne soient pas là. Et nous, on habite tous les deux très loin de nos familles.
On a des amis super sympas, mais quand on leur a déjà demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois un service, on se sent quand même assez mal à l'aise. Et souvent au dernier moment. Je veux dire, t'appelles pas un ami pour dire ce soir tu me gardes les enfants dans 1 heure. Comme il s'avère souvent qu'on s'y prend au dernier moment, il faut le dire. C'était pas pratique. Babysitter, c'est un ami qui m'en a parlé, Jonathan, il y a des années. Il m'a dit moi je pars en vacances avec 2 autres couples d'amis, on se connaît depuis toujours, on part en vacances avec les enfants et on emmène souvent 2 babysitters avec nous. Je dis mais comment tu fais pour trouver des personnes prêtes à passer 1 semaine avec toi? Je dis babysitter. Et en effet, babysitter, c'est un réseau de babysitters. Tu poses ton annonce, ça peut être pour une soirée, ça peut être pour des vacances, ça peut être pour un week-end, ça peut être aussi pendant les vacances, tu fais du télétravail, elle s'occupe des enfants. Tu as plein de profils et tu vois les notes, tu vois les commentaires et à toi de choisir. Nous, en tout cas, on n'a jamais été déçus. On a toujours eu des super babysitters qui habitaient tout près de chez nous, qui étaient dispo. De tous les âges, ça va de très jeunes à personnes d'expérience de 30-35 ans. Et nos enfants ont toujours passé des beaux après-midi ou des belles soirées. Ils ont jamais été traumatisés. Voilà. J'osais pas le dire. Mais c'est comme ça. En tout cas, on vous recommande d'aller découvrir cette application. Maxence, qui est un ami, qui est le cofondateur de cette application, propose 20 € de réduction. Ça fait des années qu'ils existent. Il y a des milliers de babysitters dessus. Et puis en vous abonnant, vous nous soutenez aussi puisqu'il y a un lien d'affiliation. Comme ça, on est 100% en transparence. Donc, vous nous soutenez, vous faites du bien à votre couple, vous aidez à développer une application qui, je crois, fait du bien à des dizaines de milliers de couples en France. Merci beaucoup pour votre attention. La 3e étape, allez, on va dire 45-60. C'est l'étape où les enfants ont déjà grandi. Alors, on peut toujours être maman à 45 ans, mais voilà, on est dans du repère. La femme avance vers la ménopause. Très clairement, sa sexualité change. Elle lubrifie moins bien, elle peut être plus sèche. Les réponses sexuelles parfois peuvent fonctionner un petit peu moins bien. Chez les hommes, pareil, le corps change un petit peu. Du coup, parfois, ça remet en question le masculin, le féminin, la question du désir, comment je suis désirée, comment je désire l'autre, etc. Donc, le côté positif, c'est que je trouve que ces couples vont rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus sensuel. Et j'ai presque envie de dire que c'est l'âge d'or de la libération. Okay. Voilà. Côté négatif, c'est qu'il y a aussi des angoisses sur le vieillissement et il faut les dépasser pour arriver à la 4e étape, j'ai envie de dire. Donc, je veux dire 60, 75. Je ne dis pas qu'après, il n'y a rien, mais pour le coup, je n'ai pas de clinique. Et 60, 75, il y a quelque chose de... je vois 2 choses. Des choses hyper apaisées. Voilà, beaucoup dans le sensoriel, le sensuel, on s'en fiche qu'il y ait des pénétrations, pas de pénétration, ça peut très bien fonctionner. D'ailleurs, plus un couple a fait l'amour, plus il vieillit bien dans sa sexualité. C'est-à-dire, plus un homme a fait l'amour, plus ses érections vont bien fonctionner, sauf dysfonctionnement pour des raisons médicales ou des choses comme ça. Et une femme, pareil, qui a fait l'amour régulièrement, son corps continue de fonctionner. C'est comme s'il y avait une mémoire du corps dans le fonctionnement. Dans le côté peut-être plus difficile, c'est qu'il y a des angoisses de mort. Donc ça peut saper toute la libido, tout le désir, puis il y a des problèmes de santé aussi. Voilà. Donc comme il y a des problèmes de santé, il faut quand même passer par la case comment on réinvente notre sexualité. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des sortes de crises au passage en fait, d'une phase à une autre, parmi les 4 que tu nous as proposés? Oui, évidemment. Hein. Et comment on les détecte, ça, ces crises? Ce serait quoi est-ce que tu peux nous donner des petits symptômes qui permettent de dire ah, tiens, ça, c'est des signes de cette étape-là Oui. Alors, cette étape-là, à proprement parler, ça, j'en sais rien. Par contre, des signes qui montrent que tu es peut-être en train de vivre une crise. Autrement dit, un changement d'étape, parce qu'à chaque fois qu'on change d'étape, on vit une modification interne, donc une crise qu'on peut très bien dépasser tranquillement, mais qu'on peut aussi vivre avec beaucoup, beaucoup de remous. Les petits signes, j'aurais envie de te dire, c'est soit j'ai plus du tout de désir, c'est-à-dire je me dis, allez, c'est passé, c'était pour quand j'étais jeune, rien du tout, aujourd'hui je m'intéresse à d'autres choses, etc., etc. Ça peut être au contraire un élan sexuel, mais hyper vif, hyper vigoureux. C'est comme si tu avais envie de revenir en vie.
Et s'il n'y a pas de répondant chez toi, c'est là où tu peux regarder autour de toi. Donc quand tu es engagé dans un couple où la fidélité faisait partie du socle, ça peut vraiment poser un problème parce que vous pouvez vraiment vous faire mal dans ces moments-là. Donc les signes, c'est j'ai plus du tout de désir, que se passe-t-il ? J'ai pas du tout envie de me confronter à ça. 2, en fait, j'ai envie de rattraper quelque chose comme si j'avais raté quelque chose. Donc je regarde de partout. Peut-être qu'il me manque quelque chose, peut-être que je réinterroge mon féminin et mon masculin. Donc je regarde de partout, je suis un peu pris dans du jeunisme ou des choses comme ça. Et en fait, j'aurais envie de dire que c'est les 2 signes principaux. Deux principaux. Ouais. Mais du coup, moi, ce que j'entends, c'est que en fait, la crise, en tout cas, voilà, c'est une sorte de changement d'état. Ouais. Et du coup, en fait, qui va être perturbant. Mais j'imagine que c'est les moments où on va se dire, en fait, on a un problème, où on s'aime plus, et qu'on peut avoir la tentation, le mot est peut-être mal choisi, mais de se dire, ça veut dire qu'il faut que j'essaye avec quelqu'un d'autre. Ouais, et c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que le défi de nombreux couples, en tout cas le désir de nombreux couples, c'est au moment où ils se rencontrent, c'est de traverser le plus d'années ensemble, voilà, le plus longtemps possible. On sait bien qu'ils ont tous ce désir-là, mais quand on regarde la réalité, et les chiffres le montrent, on sait très bien qu'en réalité, c'est beaucoup plus difficile et qu'il y a une séparation quasiment sur 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, eh ben, certains changent de partenaire. Et ce qui est intéressant, quand j'écoute par exemple mes clientes, c'est que certaines seront devenues mères avec un homme, femmes professionnelles avec un autre, femme dans une dimension peut-être plus érotique avec un autre, et femme peut-être dans l'ordre de la réalisation de soi, de la sagesse avec encore un autre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle a évolué, eh ben, elle n'a pas su avec son partenaire transformer ça, et elle a changé de partenaire. Voilà. Un partenaire pour chaque étape. Justement entre ceux qui arrivent à passer les étapes et les personnes qui ont besoin de quitter ou qui quittent. Déjà, moi, j'aime bien rappeler qu'on est 2 dans un couple. Donc, parfois, tu en as un qui part ou une qui part et toi, tu n'avais pas envie, tu vois. Et il y en a un qui lâche l'aventure. Bon, tu te retrouves tout seul dans ton bateau. C'est comme ça. Après, la clé pour faire en sorte, pour espérer en tout cas que ça puisse tenir dans cette tempête, pour moi, il n'y a pas de secret, c'est la communication, c'est en parler. C'est parler de la relation et de la sexualité. Et ça demande quand même beaucoup d'humilité, de mettre son poing dans sa poche. Ça demande de se regarder soi-même, de regarder l'autre et de s'écouter. C'est un exercice qui n'est pas facile en réalité. C'est plus facile de fuir dans ces moments-là. Donc, bon. Ça, c'est un sujet moi, qui me passionne. Je pense que dans une autre vie, je pourrais être coach tu sais, les gens qui mettent les gens ensemble. Comment on appelle ça, les Coach love. Coach love, ouais, voilà. J'aime bien réfléchir à ça, parler de ça sur comment choisir la bonne personne. Et moi, je serais curieux d'avoir ton avis justement parce que je regarde autour de moi, j'ai plusieurs amis qui ont divorcé. J'ai l'impression que c'est un peu la période, on approche de la quarantaine autour de moi. Et pourtant, j'ai l'impression, j'ai été pas mal moi ébranlé parce que c'était des gens, j'ai l'impression sur le papier, ils avaient fait de la thérapie, ils étaient passés par plein d'étapes pour essayer que ça marche, tu vois. Et j'ai l'impression que le défi, il était presque dans le choix originel, tu vois. Et j'ai l'impression que l'enjeu, on peut donner plein de conseils, comment dire, de survie de couple, de communication, mais parfois il y a des compatibilités qui vont pas et les gens n'ont pas la maturité peut-être aussi. Ce serait quoi, ou c'est quoi les conseils que tu as donnés à tes enfants, fort de l'expérience que toi, que tu as en cabinet, des gens qui viennent te raconter la vie, sur comment bien choisir son conjoint? Parce que je crois qu'elle est là la clé. Moi, mon père, il me disait ça, c'était sa hantise quand j'étais jeune. C'est David, le choix de ton partenaire va déterminer toute la trajectoire de ta vie. Alors moi, je dis pas ça à mes enfants. D'accord. Écoute, je vais peut-être te décevoir, mais je ne leur dis rien. D'accord. En fait, j'ai juste fait le constat que mes enfants, en fait, à l'école, au collège, au lycée et dans leurs activités, avaient toujours bien choisi leurs copains. Donc, j'ai jamais donné de conseils parce que je me suis dit, ils vont bien choisir leur copine et leur compagne de vie, leur femme.
Et du coup, j'ai pas dit grand-chose. Par contre, il y a une chose que je repère, c'est que tu vas t'attacher à une autre personne pour des raisons conscientes et des raisons inconscientes. Donc on appelle ça les alliances conscientes. Voilà. Ben, on va faire alliance parce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes projets, on aime les mêmes choses, il est beau, elle est belle, elle est intelligente, tatati, tatata, on s'épaule, machin, tout ça. Et puis on va s'attacher aussi l'un à l'autre pour des raisons qui nous échappent totalement, par contre qu'on risque de comprendre 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et c'est là où il faut te mettre un petit peu au boulot, il faut faire un travail de maturité. Mais moi je suis persuadée, si 2 personnes se choisissent, c'est qu'a priori, inconsciemment, elles avaient envie de régler bien souvent le même problème ensemble. Sauf que ce problème va s'exprimer de telle façon chez l'un et de telle façon chez l'autre. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut être 2. Donc voilà, il faut que les 2 personnes du couple se disent « Ok, ça vaut le coup d'essayer de résoudre cette problématique qui nous a fait du mal, mais qu'on a en commun, mais ça vaut le coup peut-être d'y aller à 2. » Par contre, tu penses bien que quand on s'est bien fait mal pendant de nombreuses années à coups de disputes, de non-dits, etc., tu comprends bien que c'est quand même assez difficile dans ces moments-là de dépasser le truc, et du coup, c'est là où il y a des séparations. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que quand il y a des séparations, et que je reçois donc une personne qui s'est déjà séparée 1 ou 2 fois, elle m'amène un nouveau problème de couple, je dis, c'est quand même marrant, quoi. C'est-à-dire que la femme que vous choisissez aujourd'hui, elle a quand même plein de points communs avec celle d'avant et celle d'avant. Sauf que c'est exprimé différemment. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne dis pas que c'est à chaque fois comme ça, mais c'est des choses qu'on peut voir, c'est des choses qu'on peut sentir, c'est des choses même cliniquement qu'on peut vraiment repérer et travailler. Tu as des exemples ? Je dis n'importe quoi, hein. Monsieur qui, à chaque fois, va aller chercher des femmes petites filles. Tu vois ? Ou madame qui va, à chaque fois, aller chercher des hommes en difficulté. Bon, voilà, c'est du classique, parce qu'en fait, tu sais, des alliances, il n'y en a pas non plus 10 000. Hein. C'est c'est comment on se soutient l'un l'autre, comment on se sauve l'un l'autre. Et puis, parfois, on va vraiment se chercher sur des dysfonctionnements, des choses un peu plus pathologiques. Lui, il a une bonne névrose. Moi aussi, j'y vais. Ah bah, il se trouve qu'à chaque fois, vous reprenez le même. C'est quoi justement les différentes combinaisons ? Les différentes combinaisons, on va dire les couples ordinaires, lambda, voilà, qui ont eu certainement des blessures parce que ça fait partie de la vie, mais qu'on su les dépasser. Mais voilà, t'as les couples narcissiques. Je la choisis, elle, parce qu'elle est tellement belle qu'elle va venir me rassurer sur le fait que moi je suis tellement beau. Je le choisis lui, parce qu'il est tellement intelligent qu'il va venir me rassurer sur le fait que je suis quelqu'un de bien. Sinon il ne m'aurait pas choisi. Là c'est narcissique, tu vois, une alliance narcissique. Et les alliances de soutien, c'est-à-dire que bon, moi je vais mal, j'ai un petit côté dépressif. Oh quel bonheur, je tombe sur un sauveur. Tu vois, et inversement. D'accord. Et les couples marchent comme ça, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et les couples, j'ai envie de dire, les plus ordinaires sont parfois un petit peu narcissiques, parfois un petit peu dans ce soutien-là, un peu dépressif, mais ils font leur sauce, tu vois. Mais t'en as, c'est vraiment marqué, et là, il faut les aider à dépasser ça. Et les couples ordinaires, ils représentent une grande majorité des gens, ou c'est assez réparti ? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais je ne saurais pas t'y répondre. J'ai pas de chiffre en tête. J'étais tombé sur un article, je sais pas à quel point c'est de la science ou de la recherche, mais je trouvais ça curieux. Il parlait, c'est encore beaucoup la mode des HPI, tous ces trucs-là. Il disait, à HPI, le seul moyen pour qu'ils restent en couple, c'est d'être avec un autre HPI. L'intensité de l'autre va appuyer sur l'intensité de l'autre. Peut-être. Et ils vont peut-être pas se comprendre, mais en tout cas, ça va créer un truc qui fait qu'il y a plus de chances que ça tienne. J'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que la sexualité est beaucoup plus simple chez les couples plutôt ordinaires que chez les couples très narcissiques. Voilà, qui auront peut-être un côté assez insatisfait. Et chez les couples dans des alliances plus dépressives, plus déprimées, plus de soutien, elle peut être parfois peu existante. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas ce qui compte. Voilà. En tout cas, au départ peut-être.
mais pas forcément ensuite. Alors forcément, ça se nuance. C'est peut-être une tendance qu'on peut vérifier. Moi, j'aurais une question, mais qui nous emmène sur un autre sujet, à moins que toi, tu en avais une. J'en avais une aussi sur un autre sujet. Ok, alors je pose d'abord la mienne, parce que j'ai peur de l'oublier. C'est que, donc moi, j'ai une éducation chrétienne. Hélène aussi, donc nous, ça, c'est notre cadre. Dans notre cadre à nous, il y a quasiment rien qui est dit dans l'éducation sexuelle. On a la base, pas coucher avant le mariage, la fidélité, et puis des enseignements assez forts de Jésus qui va dire si tu désires la femme de l'autre, c'est comme si tu avais déjà commis un adultère, voilà, ou des versets qui va dire si ton œil te fait tomber, prends-le, arrache-le. Donc le sujet de la sexualité est quand même assez strict. Donc ça doit se vivre au sein du mariage, mais on ne nous dit pas trop comment faire à l'intérieur de ce cadre. Alors oui, il y a le Cantique des Cantiques, c'est rigolo à lire, mais c'est pas... surtout super érotique. Ouais, mais c'est pas un manuel sexuel, quoi. Je veux dire, c'est pas un Kama Sutra ou un truc comme ça. Oui. Moi, ma question, c'est, je sais que tu es aussi catholique, donc tu connais le cadre. Comment un couple chrétien arrive à développer, se former sur la sexualité sans rentrer dans le désir de l'autre? Il y a quand même un piège, c'est que les règles, elles sont toujours très intéressantes. Et moi, ce que je vois, c'est que les jeunes chrétiens c'est un exemple, évidemment, par exemple, décident de ne pas coucher avant le mariage, vont beaucoup érotiser l'interdit de coucher avant le mariage. C'est-à-dire que c'est ce qui va nourrir leur désir. C'est cette impatience, enfin, de faire l'amour. Et leur désir, leur sexualité, leur tension sexuelle peut se focaliser, par exemple, sur cet interdit. Du coup, le jour où tu lèves cet interdit, il n'y a plus rien. Donc, c'est un couple qui va devoir apprendre à réérotiser leur couple ailleurs que dans cet interdit. Ok ? Après, imaginons un couple qui est dans ce cadre du mariage. Le cadre, ça va être la fidélité. Imaginons que l'un des deux ait une aventure extra-conjugale ou peut avoir des fantasmes sur un collègue ou une collègue. Moi, avant de dire « attention, c'est pas bien, tu es en train de pécher », moi je suis thérapeute. Donc ce que je dis, c'est « ah, mais qu'est-ce qui fait que dans ta vie, là aujourd'hui, tu regardes ailleurs. Qu'est-ce que tu vas trouver ailleurs que tu ne trouves pas dans ton couple ?» Donc tu vois, je suis au-delà de la morale, puisque j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le cœur de la personne. Et vraiment, je crois que c'est ce qui va permettre à la personne, du coup, de vivre très sereinement le cadre et la morale qu'elle aura décidé de suivre en fonction de son église. Donc je raisonne un petit peu différemment. Et puis, il y a un troisième point, c'est qu'il y a des couples qui ont très envie de vivre leur sexualité en fonction de ce que dit l'Église. Mais ils ont une histoire, ils ont leur valise, ils ont leurs croyances, leur éducation, ce qu'a dit le père, ce qu'a dit la mère, etc. Et ils vont se dépatouiller avec. Mais on appelle ça la gradualité. C'est-à-dire que tu vas, avec le couple va dire, voilà ce qu'on est capable de vivre aujourd'hui, on est capable de vivre les choses comme ça. Ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ce que tu vas vivre dans ta sexualité puisse grandir pas à pas vers quelque chose, vers le message de l'Église. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu vis. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement en phase avec ce que tu aimerais vivre. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui qui va te permettre de passer à la marche d'après, à la marche suivante. Voilà. Après, tout ce qui ressort de l'érotisme, de l'imaginaire érotique, de position, de sensualité, de sensorialité, etc. Pour moi, ça appartient à l'intimité du couple et je ne vois pas en quoi ce serait immoral ou décalé par rapport à un message de l'Église. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais l'érotisme, c'est quelque chose de profondément... en réalité de profondément bon, et tu peux déployer déjà énormément de choses bonnes et belles à l'intérieur, par exemple la fidélité, qui est l'une des grandes orientations du mariage chrétien en tout cas. Et c'est peut-être une des réponses qu'on peut donner à la question comment durer jusqu'à 90 ans. Ouais.
c'est en fait d'en parler à deux, de ce cadre de couple dans lequel on a envie de se déployer. Enfin, j'ai envie de dire que pour nous, ça a été le tournant et ça nous a pris des années jusqu'à ce que le sexe devienne un vrai sujet de conversation. De quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, mais aussi dans quel cadre. Dans quel cadre. On est d'accord de faire, de ne pas faire, de vivre, de ne pas vivre, de penser, de ne pas penser. Je sais pas, peut-être que ça vient aussi de notre éducation, comme si le cadre, en fait, comme il est soi-disant imposé d'avance, ben en fait, c'est même pas un sujet de conversation, en fait, puisqu'il nous vient de l'extérieur. Et du coup, c'est comme si pendant des années, ça nous avait volé tout un pan, en fait, de notre curiosité l'un envers l'autre, de cette capacité d'apprendre à se connaître via ce qu'on n'aime pas, ce dont on a envie, et qui nous a volé une part d'intimité, en fait, de profondeur, presque de joie. Et le but, c'était même pas de sortir du cadre, en fait, mais c'était surtout d'apprendre à y mettre ce que nous, on avait envie d'y mettre, en fait. C'est comme si c'était une recette dans laquelle on avait envie de rajouter telle ou telle épice, mais on s'était même pas autorisé à en parler. Peut-être qu'on avait peur aussi de s'ouvrir, tu vois. Cette parole, elle est hyper importante. On ne s'était pas autorisé. Et en fait, quand je t'écoute, Hélène, je me dis, en fait, vous avez tout simplement fait un travail de maturité grâce à votre expérience de vie, votre âge, vos discussions, etc. Et puis, un jour, tous les deux, entre vous, vous vous êtes autorisé et vous avez, je pense, senti que c'était bon pour votre couple, bon pour vous-même, bon pour votre couple, et en même temps que ça ne vous faisait peut-être pas sortir de ce cadre que vous aviez choisi. Peut-être aussi que vous avez réexploré le cadre que l'on vous avait mis pour choisir un cadre qui vous correspondait à vous, qui n'est pas forcément en contradiction avec le message de l'Église. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent de la confusion entre le message, j'ai envie de dire, une culture familiale, des croyances familiales et le message de l'Église. C'est que parfois il y a de la confusion et c'est pas tellement l'Église qui le disait, c'était maman qui le disait. Mais tu vois, dans nos têtes, c'est confus, c'est très confus en fait. Et parfois c'était même pas maman en fait, c'était un conglomérat de choses entendues à droite, à gauche et une représentation du bien et du mal. Du bien et du mal. Attendu ou pas attendu. Représentation sur laquelle, du coup, tu construis tes propres représentations érotiques de ce que doit être une femme au lit, ce que doit être un homme au lit. Oh là là, alors là, ça devient vraiment compliqué, tu vois. Donc, cette parole d'autorisation, mais parfois, elle est difficile quand même à se donner. Cette parole, même, moi, je leur dis en entretien, c'est presque une parole de bénédiction. C'est en fait, on va s'autoriser à vivre enfin une sexualité qui soit ajustée à toi, à moi, à nous, en fonction de ce qui nous anime et de ce qui nous fait vibrer. Et quand je dis vibrer, c'est c'est dans la sexualité, mais c'est aussi dans ce qui nous anime, dans notre spiritualité. Et ça, pour moi, c'est possible à relier. J'ai envie de vous lire à tous les deux une citation que j'ai lue la semaine dernière, qui ne parle pas du tout de sexe, mais qui m'a fait penser à du sexe. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Il s'agit de monotonie. On est sur le sujet d'entretenir le désir le plus longtemps possible. Et donc, j'imagine que forcément, il y a cette tension entre piment, recherche du piment d'un côté et monotonie de l'autre. Donc j'aimerais bien avoir votre réaction à tous les deux sur cette citation de Chesterton que moi j'ai découvert via John Mark Comer. C'est un petit peu long mais je la trouve vraiment savoureuse. Parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu'ils sont dans l'esprit féroce et libre, ils veulent donc que les choses soient répétées et immuables. Ils disent toujours « encore, fais-le encore ». Et l'adulte le refait jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Car les adultes ne sont pas assez forts pour jubiler dans la monotonie. Mais peut-être que Dieu est assez fort pour jubiler dans la monotonie. Il est possible que Dieu dise chaque matin « Fais-le encore au soleil » et chaque soir « Fais-le encore à la lune ». Il se peut que ce ne soit pas une nécessité automatique qui fait que toutes les marguerites se ressemblent. Il se peut que Dieu fasse chaque marguerite séparément, mais qu'il ne se soit jamais lassé de les faire. Il se peut qu'il ait l'appétit éternel de l'enfance, car nous avons péché et vieilli, mais notre Père est plus jeune que nous. Et cette citation m'a touchée sur cette monotonie et sur ce
encore, ça m'a fait penser à plein de discussions qu'on a tous les deux sur le fait de refaire tout le temps la même chose, ou en tout cas d'avoir une sorte de répertoire, tu vois, une sorte de répertoire sexuel dans lequel on se balade, et puis une fois, de temps en temps, on rajoute une nouvelle partition. Ouais. Mais voilà, monotonie, alors monotonie, entre guillemets, dans les choses qu'on fait, mais peut-être monotonie aussi dans l'idée de... quand on est en train de parler de 50, 60, 70 ans de mariage, il y a aussi la notion de rendez-vous, tu vois, peut-être la monotonie du rythme, la monotonie dans la fréquence, ou dans les lieux, ou dans le... Et en fait, j'ai trouvé hyper belle cette idée de savoir se réjouir dans le encore une fois, comme si c'était la première fois. Je veux bien vos réactions. Ouais, tu sais, alors moi, avec beaucoup moins de poésie, ça me fait penser à mon fameux gratin de nouilles. Et ça, je le dis en entretien, c'est en fait la sexualité du couple, elle est assez ordinaire. C'est un peu le gratin de nouilles qu'on fait à la maison quand on n'a pas le temps, etc. Et en même temps, le gratin de nouilles, on aime bien ça, parce qu'on sait ce qu'on va manger, parce que c'est bon quand même, les pâtes. Et puis c'est rassurant, parce qu'on sait que ça va nous tenir au ventre, etc. Et dans la sexualité, c'est pareil. Il peut y avoir une monotonie, mais que tu vas apprendre à aimer, et tu vas apprendre à t'en délecter, tu vas apprendre à te délecter de ce qui t'est donné de vivre à ce moment-là, dans cette sexualité ordinaire du couple qui a envie de vieillir ensemble 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, 70 ans ensemble. Et le gratin de nouilles, c'est quand même bon. Et puis, parfois, tu mettras du gruyère râpé, puis parfois, tu mettras une sauce blanche, parfois, tu mettras du maigret de canard, et puis parfois, tu feras le plateau de nouilles royal. Et c'est ça, la sexualité, en fait. Tu vois, t'as une base qui est ordinaire, qui est peut-être monotone, mais n'empêche que si tu apprends à la savourer pour ce qu'elle te donne de vivre de bon à ce moment-là, c'est génial. Et je crois que la sexualité du couple, il y a du secret là-dedans. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut savourer que de la monotonie, varier, rire, jouer dans la sexualité, se gourmander, se régaler, se picorer. C'est tellement bon, mais quand même le gratin de nouilles, c'est pas mal non plus. Et très concrètement, pour les couples qui nous regardent, ça veut dire quoi, entretenir cet érotisme ? Comment est-ce qu'on peut le cultiver de manière hyper concrète au quotidien ? Je pense que le secret numéro 1, quand même, c'est la relation. C'est-à-dire en dehors de la sexualité. Ça aide à mettre en place de l'érotisme. Moi, j'invite les couples à mettre de l'humour dans leur sexualité. À mettre de l'humour au-delà de la sexualité. Pas que dans le moment sexuel, dans le rapport sexuel, mais au-delà. Est-ce qu'on peut faire des petits jeux de mots ? Est-ce qu'on peut s'envoyer des poésies ? Bon, tu sais que moi, je suis friande de poésie. Donc oui, j'ai des vers de poésie érotique qui sont écrits en grand dans mon salon. Pourtant, j'ai 6 enfants et 2 petites filles de 8 ans et 10 ans qui lisent ces petits vers de temps en temps et qui me disent « Mais maman, ça veut dire quoi ?» Je dis « À ton avis, ça veut dire quoi ?» Je les laisse. Donc c'est ça, travailler l'érotisme. Donc avoir quand même un bon lien, savoir rire, distiller peut-être de la poésie pour ceux qui aiment la poésie, ou distiller autre chose, faire des jeux de mots. Moi, j'appelle ça se butiner, se taquiner au lit, laisser, accepter, ça c'est important, accepter de se laisser déranger par l'autre. Voilà, une main baladeuse. Alors, on apprend à faire balader ses mains, je suis d'accord, mais une main baladeuse, on peut aussi apprendre à bien la recevoir. Voilà, c'est des choses quand même qui sont subtiles, mais qui font tellement de bien au couple. Ça met un peu de légèreté, ça met un petit peu de joie, de joie quoi, dans un quotidien qui parfois peut être un peu lourd, quoi. On peut dire que l'érotisme, c'est de la joie ? Ah oui, ouais, c'est de la joie. L'émotion qui va avec l'érotisme, c'est de la joie. Et puis, je pense aussi que si tu as envie d'entretenir l'érotisme dans ton couple, si tu sens qu'il y a un blocage chez toi, par exemple, je prends le blocage le plus commun, c'est notre rapport à notre corps, l'image corporelle que l'on a de nous-mêmes.
Si tu sens que vraiment elle est hyper blessée et que c'est ce qui t'empêche de te relier à l'autre, parce que tu te trouves moche, grosse, grand, petit, parce que les hommes parfois ils se trouvent pas assez musclés, ils ont l'impression d'avoir un petit sexe ou des choses comme ça. Si tu as l'impression que ça t'empêche de rentrer en relation avec l'autre, en relation sexuelle avec l'autre, bosse sur toi quand même. Et dis-le à l'autre. Dis-le à l'autre pour qu'il soit un soutien. Ça veut dire va voir un thérapeute ? Ah ouais. Ou alors quand c'est l'image corporelle, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut apprendre à sentir son corps, apprendre aussi, prendre le temps de s'habiller, de choisir des vêtements, de s'offrir des choses, de se laver, et quand tu te laves, pas de te récurer comme ça sous la douche, mais juste prendre le temps de passer sur toutes les parties du corps. Mais ça, c'est hyper important, parce que en fait, notre corps, pour qu'il soit aimé et dévoré par l'autre, d'abord aimé puis dévoré par l'autre, il faut que nous-mêmes, on puisse l'aimer, allez, imparfaitement, mais l'aimer quand même un peu. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme, un homme qui nous regarde et qui est terrorisé à l'idée de partir en thérapie, soit individuelle, soit de couple ? Je sais que chez les fabuleuses, il y a des fabuleuses terrorisées et il y a des fabuleuses très frustrées parce que c'est leur conjoint qui est terrorisé, ou en tout cas qui va pas forcément exprimer de la peur, mais en tout cas qui va refuser. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? C'est vrai que la thérapie, ça demande du courage. C'est vrai que d'aller en sexothérapie, ça demande beaucoup de courage, parce qu'a priori, tu vas te confronter à ta marmite, où dedans, il y a peut-être un bouillon que tu n'as peut-être pas forcément envie de regarder en soulevant le couvercle. Donc, j'ai envie de leur dire, bravo, vous êtes courageuse. Deuxième point, vous allez voir, c'est assez génial quand même une thérapie. Oui, on pleure, mais oui, on rit. Et ça, je le dis en tant que thérapeute, mais je le dis aussi en tant que patiente. Voilà, c'est la thérapie, c'est tellement libérateur. Et puis ce qui est génial, c'est que notre côté sombre, notre côté, ces peurs, ces choses qui nous travaillent, en fait, en thérapie, on ne les regarde pas toutes seules. Il y a quelqu'un avec nous. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour te porter au moment où justement tu vas flancher. Donc j'ai envie de leur dire, mais allez en thérapie. Une séance, 2 séances, 3 ans de thérapie. Peu importe. J'aime bien ce que tu dis sur la dimension de courage. Parce que j'ai l'impression que c'est qui disait ça, que le courage c'est la vertu principale qui supporte toutes les autres. C'est Aristote qui l'a dit, et C.S. Lewis l'a redit aussi autrement. En fait, il n'y a pas de patience sans courage. Il n'y a pas de gratitude sans courage. Il n'y a pas de générosité sans courage. Il y a pas toutes les vertus sont soutenues par le courage. Et moi, j'ai l'impression que ce qui m'en fait défaut. Alors moi, je parle de notre génération parce que c'est la seule que je connais. Je connais pas les anciennes générations, mais souvent c'est du courage d'affronter ses peurs. Du courage de changer son agenda, peut-être que ça coûte de l'argent, ça te demande d'arrêter une activité, baisser pour pouvoir se payer ça, mais c'est du courage. Moi, j'ai toujours en tête ce témoignage de cet homme, Rick Warren, qui est un des pasteurs évangéliques aux États-Unis les plus connus, qui raconte qu'il s'est marié en quelques mois quand il était jeune avec sa femme. Aux États-Unis, c'est assez courant, ça, comme ils veulent pas cramer, coucher avant le mariage, ils se marient en 2 secondes, quoi. Et au bout de 2 semaines de vie commune, il se rend compte qu'en fait, ils sont vraiment aux opposés, quoi. Sauf que lui, il est déjà pasteur, il est déjà en place, et il se dit, mais en fait, je vais ruiner ma vie, un mariage. Et donc, il décide de faire la thérapie. Et il dit, ça, à l'époque, c'était quasiment la moitié de leur salaire, parce qu'ils étaient jeunes, ils n'avaient rien. Il dit, mais le prix d'un divorce aurait été encore plus grand. Ah bah oui, Et donc, il va avoir le courage d'affronter, déjà de réorganiser sa vie pour pouvoir faire une thérapie financièrement. Donc, ça demande un courage à ce niveau-là. Et puis, moi, je crois aussi que dans beaucoup des cas, c'est un peu trash ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a des choses cachées. En fait, la personne, quand elle refuse de faire une thérapie, c'est qu'elle sait qu'il y a un truc elle sait exactement c'est quoi le problème. C'est parce qu'elle l'a trompé, parce qu'il y a une histoire de famille cachée, parce qu'il y a un truc, et la personne le sait profondément, en fait. Donc, elle préfère rester dans un statu quo plutôt que d'affronter le dragon. Le dragon. Tu ne crois pas qu'il peut y avoir... Je
dis pas que c'est tout le temps ça, un mais je blocage pense... inconscient, qu'en fait, tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose Ça que tu peut, veux je dis pas que c'était laisser tout le temps ça, sortir. je listais, mais dans tous les cas, ça demande du courage. Ouais. Ça demande du courage et tu as raison David quand tu dis, parce qu'en fait elle sait qu'il y a un secret et qu'en fait elle n'a pas le courage, peut-être pas l'énergie de découvrir, de travailler ça. Tu as raison aussi Hélène quand tu dis mais parfois c'est un blocage inconscient. C'est vrai. Moi, je rajoute un troisième point, on pourrait peut-être en rajouter d'autres. Mais en fait, parfois, on a du bénéfice à ne pas changer. Oui. Parce que dans une dynamique de couple, et ben, parfois, c'est quand même bien d'être sauvé par son mari ou sa femme. Et du coup, pourquoi aller en thérapie ? Parce que du coup, ça va bouleverser toute la dynamique. Et si on bouleverse la dynamique sur laquelle on s'est construite, Bah oui. alors du coup, il faut du courage pour bouleverser la dynamique. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est parfois, tu as un bénéfice à rester dans ta souffrance. On parle de temps long, et par définition, temps long implique évolution et implique changement en fait. Ouais. Donc la peur de changer est totalement incompatible avec le temps long. Pour une Oui, relation. ouais. Il faut se confronter à la peur de changer. C'est, voilà. Et je reconnais que c'est difficile. Hein. C'est parce que tu as des alliances parfois où toi tu te sens bien dans cette alliance et l'autre, pas du tout. Du coup, et parfois, c'est les deux qui sont insatisfaits. Et la sexualité suit tout ça. Et ce qui est génial dans la sexualité, c'est soit soit elle pâtit de tout ça, soit, je trouve que c'est un peu magique, hein, soit parfois, elle est ce fluidifiant, cette huile qui va permettre au couple d'aller au-delà de ce qu'ils vivent, parce qu'il y a quand même encore un truc qui marche entre eux, c'est la sexualité. Ouais. Et ça, j'y crois beaucoup. On a tendance mais moi, parfois, je me surprends à le dire, certainement trop, qu'il faut qu'il y ait une bonne relation pour une bonne sexualité. Je suis convaincue que c'est vrai. Mais l'inverse, en fait, l'inverse est vrai aussi. Une bonne sexualité. À c'est un gros cliché de ce couple italien qui se gueule dessus, mais fait tout le temps l'amour. Et tu sais, qui s'engueule, se réconcilie, s'engueule, se réconcilie. Et... ça fait un peu penser à ça quand tu dis ça. Il peut y avoir une sexualité qui reste un genre de liant, mais des relations un peu perturbées, des embrouilles et tout. Mais in fine, ça se finit toujours au lit. Alors ça doit être fatigant quand même de vivre ta vie de couple et ta vie sexuelle comme ça. Mais ce que je veux dire, sans forcément aller dans ces extrêmes-là, en fait, tu vois, dans quelque chose de plus modéré, la sexualité, remet... Faut pas oublier que la sexualité, c'est un élan de vie, quoi. Et du coup, quand tu as des crispations, des choses qui vont plus, et parfois, il suffit de faire l'amour et ça marche. Et je trouve qu'il y a trop de personnes, à mon sens, qui sont enfermées dans la croyance que pour faire l'amour, il faut que tout aille bien. Est-ce que c'est vraiment toi qui as besoin que tout aille bien, ou est-ce que c'est parce que t'arrêtes pas de l'entendre chez tes copines que du coup, tu te dis, et en fait, si je faisais l'amour, même si la journée n'a pas été parfaite. Si je m'autorisais à changer de scénario, justement, dans le démarrage de mon désir, dans l'impulsion de mon désir. Et si je faisais l'amour autrement ? Et si je faisais l'amour sans forcément ressentir de désir ? Si je me disais, tiens, je le fais, mais avec une intention. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, non, mais n'importe quoi. Je dis, essayez. Essayez, vous verrez. Vous pouvez être surpris. Merci Hélène pour ces pistes. Tu nous proposes une formation érotiser son couple. Alors c'est pas un cours magistral, c'est un petit peu sous forme de la même conversation qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette formation ? Avec quelles clés pratiques on va partir ? Dans cette formation de discussion que j'ai voulu proposer, je m'adresse à des fabuleuses qui voudraient amorcer une première étape de réflexion dans leur sexualité ou l'asseoir, l'approfondir un petit peu. Donc, de quoi on va parler ? De pulsion, de tension sexuelle. On va parler de cadre, de limites. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et de comment on joue avec ces limites dans la sexualité, puis comment aussi on les pose de façon pragmatique pour être bien avec l'autre. On va parler, évidemment, parce que moi je suis très branchée sur cette zone-là, c'est toute la question des 5 sens, donc du sensoriel qui va devenir sensuel, parce que intentionnellement, on va habiter ce que l'on vit en goûtant à l'exclusivité de
ce que l'on vit avec cet autre. Donc on va essayer, en tout cas c'est ce qu'on va essayer d'apprendre. On va peut-être parler aussi imaginaire érotique, liberté érotique dans le cadre. C'est déjà pas mal, non ? C'est déjà pas mal, c'est un beau programme. Merci beaucoup Hélène. David, le mot de la fin sera pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux fabuleux qui auraient peut-être envie, eux aussi, de suivre cette formation en couple avec leur fabuleuse ? Moi, j'ai envie de reprendre le mot qu'on a utilisé, le mot courage. Je crois que dans tous les cas, ça demande du courage pour érotiser son couple et se mettre en mouvement pour avoir une vie sexuelle épanouie jusqu'à ses 90 ans. Ça demande du courage. Ayez du courage, messieurs. Merci à tous les deux.